Bonjour, je m'appelle Alex Chevreau et aujourd'hui je vais vous parler de l'association AKELF. Mais d'abord je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, je suis étudiant à PFL pour encore quelques mois, j'ai fait un bachelor en génie mécanique et je termine mon master en génie mécanique également avec un mineur en technologie biomédicale. J'ai rejoint AKELF en 2019 et je vais vous expliquer comment je suis arrivé dans cette association. Au cours de mon cursus, j'ai toujours fait le maximum pour travailler sur des projets qui peuvent avoir un impact direct sur la vie des gens. Et en deuxième année de bachelor, j'ai souhaité avec un groupe d'amis créer un nouveau projet sur le campus lié à la biomécanique et au handicap. On a alors été mis en contact avec l'association AKELF qui voulait mettre en place un projet similaire à l'EPFL. Nous sommes alors devenus membres de l'association. J'ai ensuite été vice-président et suis devenu président de l'association à la fin de l'été. En parallèle de AKELF et de mes études, j'ai cofondé la startup Macufor au sein de laquelle nous développons de nouvelles solutions de services à distance dans le domaine des prothèses grâce à l'automatisation de la conception. Notre première gamme de produits consiste en des prothèses d'avant-bras dédiées au sport et aux loisirs. Mais revenons-en maintenant à AKELF. AKELF a été fondé en 2018 par 4 membres de l'association qui travaillaient dans le domaine des neuroprothèses. C'est vraiment le fruit du constat du décalage entre le développement d'un dispositif dans le cadre d'un projet universitaire et l'utilisation effective de celui-ci par les personnes concernées. Pour reprendre les mots d'un des cofondateurs, en tant qu'ingénieurs, nous développons des solutions à des problématiques que nous pensons souvent connaître, mais qui en réalité ne sont pas les priorités pour les utilisateurs. Et nous connaissons mal aussi les contraintes qui sont liées à leur pathologie. C'est vraiment là d'où vient AKELF, et l'idée est alors de créer une communauté d'ingénieurs autour de ces personnes en situation de handicap, dans le but de trouver des solutions aux challenges du quotidien qu'elles rencontrent, et ce vraiment à travers des échanges directs. L'association compte aujourd'hui plus de 30 membres actifs, essentiellement des membres de la communauté de l'EPFL, que ce soit sur le campus de Lausanne ou au campus Biotech à Genève. Nous avons également une nouvelle équipe à Zurich depuis 2021 et nous sommes heureux de ne pas compter que des membres issus du domaine technique. Cela permet vraiment d'avoir des perspectives qui vont être différentes. L'association emploie également une personne à temps partiel apportant une aide considérable à la bonne réalisation des projets. Notre premier outil ou activité pour poursuivre ce but, ce sont les hackathons. Pour ceux qui ne connaissent pas un hackathon, à l'origine, c'est un événement, vraiment un marathon de programmation, durant lequel des équipes de programmeurs coopèrent sur une durée déterminée pour travailler sur des projets qui vont être donnés. Nous avons pris le même principe, donc sur un week-end, nous réunissons ingénieurs, designers, makers, développeurs, étudiants, mais aussi également des personnes du domaine médical, comme des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, et toute autre personnes volontaires pour travailler avec et pour des personnes en situation de handicap que nous appelons challengers. Le but est alors de développer des solutions personnalisées à l'aide de différents outils pour répondre au mieux à leurs besoins. Des week-ends qui vont être très intenses de par le manque de sommeil certain, qui est souvent compensé par le sucre et le café, mais surtout grâce aux échanges qui se créent entre les différents participants et les challengers. C'est vraiment un format qui va être bénéfique à chacun. Et pour les challengers, dans un premier temps, qui vont repartir avec un premier prototype fonctionnel dans la majorité des cas, mais pas seulement. Nous essayons vraiment d'inclure le plus possible les challengers dans les équipes. Ce sont des membres qui vont être des membres à part entière et on a une inclusion qui est totale. Les challengers se sentent alors utiles et ils vont gagner en confiance au cours du hackathon. Pour certains, ça peut vraiment faire un déclic. Il y a vraiment un avant et un après hackathon. C'est également vrai pour les participants. Au début du hackathon, au début du week-end, de nombreuses personnes semblent timides ou pensent ne pas savoir comment se comporter avec leur challenger. Et au fil du week-end, les barrières se cassent et on pourrait vraiment penser que certains se connaissent depuis quelques années avant le hackathon. Et vraiment, je vous promets que 48 heures, ça peut rapprocher de nombreuses personnes et créer de vraies belles amitiés. Et c'est vraiment important pour nous qu'il y ait cette démarche qui se fasse et les participants apprennent vraiment à rentrer en contact direct avec les utilisateurs. Savoir apprendre à écouter, apprendre à connaître, à comprendre les besoins d'une personne sont vraiment des compétences clés qui n'est pas forcément facile d'acquérir dans un cursus d'ingénieur. Et c'est pourtant la première étape capitale de tout projet centré sur l'utilisateur. Et la plus déterminante dans la majorité des cas, que ce soit sur un projet long terme ou même au cours d'un hackathon. Sur un hackathon, vraiment, cette phase a débuté dès le vendredi soir. Le samedi, à la mi-journée, en général, les besoins sont assez bien ciblés. Et même si les challengers ont le temps, avant le hackathon, de formuler au mieux leurs besoins, il peut que les discussions aient un impact direct sur leur définition. C'est une phase qui est assez géniale, il y a plein d'idées, plein de concepts qui peuvent déjà surgir. Et certaines possibilités n'étaient pas forcément envisageables pour le challenger avant, par exemple, et à partir d'un nouvel élément de réflexion, ça peut changer en partie. Une fois qu'on a vraiment cette phase qui est terminée, qu'on pense terminée en tout cas, et maintenant il faut traduire ces exigences en exigences techniques, c'est-à-dire en cahier des charges. Et après, on part dans une nouvelle phase, donc une phase d'idéation et de brainstorming. Et là, il y a vraiment un échange aussi qui se fait encore avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui vont surgir, plus précis cette fois-ci, et qui vont permettre d'aller dans une autre phase, donc la phase qui est à mon sens une des plus cool, la phase de prototypage et de design. Et l'avantage au hackathon, c'est qu'on essaie de mettre le plus d'outils possible à disposition tout de suite. Selon les compétences de chacun, les équipes vont commencer par exemple aussi à travailler ensemble, il y a vraiment une bonne dynamique, et c'est le moment où il faut essayer, c'est le moment où il faut tester directement avec les challengers, il faut mettre la main à la pâte et se rendre compte évidemment que tout ne marche pas forcément comme prévu du premier coup, et réitérer.
Donc la boucle que vous voyez ici, elle peut être répétée un certain nombre de fois sur toute la durée du hackathon. À la fin du hackathon, comme vous vous en doutez, on arrive souvent à un prototype fonctionnel, mais pas forcément. Selon la complexité de certains projets, cela peut être plus compliqué. Pour certains projets, vraiment, le hackathon va être seulement l'initiation d'une nouvelle aventure. Les projets que nous sélectionnons sont très divers. Vous avez ici quelques exemples. Cela va vraiment de l'aide à la lecture au football inclusif, en passant par des outils de préhension, par des aides au dessin, par des aides à la manipulation de souris, par la housse de pluie pour le fauteuil roulant, etc. Et ce sont vraiment des projets qui viennent toujours des challengers. Donc vraiment, c'est une base de volontariat. Donc soit les personnes nous contactent directement, sans aucune démarche de notre part, soit nous demandons à travers notre réseau, notamment avec les fondations avec qui on travaille, s'il n'y aurait pas une personne qui pourrait éventuellement être intéressée pour proposer un projet. On évalue ensuite la faisabilité du projet et nous rencontrons la personne pour en parler plus en détail avec elle, voir quelles seraient vraiment les attentes. Et une personne responsable ou un mentor est ensuite assigné au projet et va le coordonner avant et pendant le hackathon, partiellement aussi après selon les cas. Et cela va vraiment, par exemple, comprendre la commande de matériel et la responsabilité de l'équipe pendant la durée de l'événement. La 5e édition de notre hackathon Genevois a eu lieu début octobre, et la première édition à Zurich a eu lieu l'année dernière, et la seconde a eu lieu début novembre. Nous avons en général une cinquantaine de participants, avec des équipes de 8 à 10 personnes, dont on essaie de varier et d'adapter au mieux les profils en fonction des projets bien entendu, mais également des souhaits des participants qui peuvent nous faire part de leur intérêt pour un projet spécifique lors de leur inscription. Il est rare que les projets soient complètement aboutis à la fin du hackathon, comme je l'ai déjà dit, et pour certains, le projet ne requiert que de petites finalisations, mais pour d'autres, le hackathon ne correspond vraiment qu'à la mise en route du projet. Plusieurs limitations se présentent alors, vraiment c'est des choses qu'on a observées au fur et à mesure des premières années de HackaElf, et la première c'est un manque de temps de la part des équipes, également aussi par les membres de l'association, qui sont vraiment des personnes qui travaillent à plein temps en parallèle de l'association. Donc il est rare que les projets continuent après le hackathon sans soutien ou prise en charge par l'association. Et en plus du manque de temps, il y a aussi le manque de moyens, de structure, d'accueil pour ces projets qui constituent une autre limitation importante. Donc à partir de là, on va essayer de trouver de nouvelles solutions et de proposer de nouveaux schémas pour que ces projets puissent continuer. La première solution vraiment qu'on veut proposer, c'est le Living Lab. Le principe est de réunir les participants du hackathon et les challengers, mais également de nouvelles personnes qui veulent travailler sur le projet, et ce sur de plus petites périodes. Donc ce sont soit des journées, soit des demi-journées, qui vont être étalées du coup ensuite sur 2 ou 3 mois consécutifs afin de continuer les projets. Notre premier essai a lieu au printemps et la deuxième édition a lieu cette fin d'année. Nous avons vraiment eu un bon retour sur la première édition et 2 projets ont pu être terminés. Une deuxième possibilité, c'est l'Assistive Technology Challenge. Et c'est un cours qu'on a mis en place à l'EPFL qui reprend le même principe que nos hackathons, mais cette fois-ci sur vraiment tout un semestre. Donc on sélectionne des projets qui sont à la fois issus du hackathon, afin qu'ils soient continués, améliorés, ou alors complètement repensés depuis le début, mais aussi des projets qui vont être complètement nouveaux à l'association en général. Alors on va avoir des équipes de 4 étudiants de master qui vont travailler directement avec leurs challengers sur tout un semestre. Les équipes sont le plus possible interdisciplinaires afin que chacun et chacune puisse appliquer et contribuer avec son domaine d'expertise. On va ensuite avoir différents ateliers qui vont être proposés aux étudiants sur la conception de produits et le développement centré sur l'utilisateur, mais également sur les enjeux éthiques de ce type de projet qui sont vraiment cruciaux. Et finalement, on va aussi avoir des ateliers qui vont être sur la façon dont on va venir vérifier et valider son produit avec l'utilisateur. Donc à travers ces différents concepts clés, les étudiants vont passer par toutes les étapes de développement en allant de la compréhension des besoins, comme on a déjà expliqué, jusqu'à la réalisation d'un premier prototype fonctionnel. Certains ont même l'opportunité de réaliser plusieurs versions de prototypes et de pouvoir itérer dessus et améliorer leurs produits. Ce format vraiment permet de travailler sur des projets plus complexes et requiert en général plus de moyens tout en gardant un challenger au centre de celui-ci. L'implication des étudiants est alors vraiment impressionnante, on voit vraiment qu'ils se lancent à 100%, à 150% dans le projet, et que cette nouvelle composante qu'ils n'ont pas l'habitude, cette composante vraiment de faire un projet avec une application directe importe énormément, et plus de la majorité en général des projets peuvent être utilisés directement par le challenger à la fin du semestre. Cette dimension éducative est vraiment primordiale pour nous, pour notre association. Les étudiants peuvent alors vraiment se permettre de mettre la main à la pâte. Pour certains, c'est l'occasion de découvrir le prototypage, de se lancer, d'oser, salir les mains et d'appliquer leurs connaissances. Ils vont également acquérir de nouvelles compétences, ces compétences que l'on peut parfois appeler professionnelles ou transversales, mais elles sont avant tout humaines et elles sont super importantes à la suite d'un parcours d'ingénieur. Ce sont des projets qui peuvent vraiment les aider à gagner en confiance, mais aussi à mûrir à la fois dans la façon dont ils vont interagir avec les autres, mais aussi dans la façon dont ils vont aborder un nouveau challenge, un nouveau projet.
Les étudiants ont vraiment l'opportunité de comprendre l'impact à travers ces projets qu'ils peuvent avoir sur notre société, notamment par rapport à son inclusivité. Même s'ils ne poursuivent pas forcément tous dans ce domaine, nous sommes convaincus qu'ils garderont au moins ces considérations dans leurs futurs projets et que leur futur développement, leurs futurs produits n'en seront que meilleurs. C'est malheureusement une dimension qui n'est encore que trop peu présente dans nos cursus à notre sens, et on essaie vraiment d'apporter cette nouvelle dimension, en tout cas à l'EPFL et le plus possible dans d'autres écoles au futur. Pour en revenir au projet, l'Assistive Technology Challenge peut aussi stimuler vraiment l'esprit entrepreneurial de certains étudiants. Et c'est là que c'est vraiment directement lié à notre troisième possibilité de soutien, d'apport à ces projets. Et on va parler de soutien des projets directement par l'association. Et on va voir comment ça fonctionne. Nous proposons un soutien aux demandes de bourse pour continuer les projets, vraiment qu'il y ait de nouvelles ressources disponibles afin de donner des coups de boost aux projets. Et fournissons après, à travers l'association, une structure à ces projets pour qu'ils puissent grandir sans avoir trop de contraintes supplémentaires dans un premier temps, par exemple une structure financière, etc. Et nous sommes également toujours disponibles pour répondre à leurs questions, et la diversité vraiment de nos membres, des membres de l'association, constitue une excellente ressource. Nous avons actuellement 4 projets que nous supportons, 2 sont issus de nos événements. Le premier est un projet lié à l'accès à l'eau, pour l'accès aux activités aquatiques comme le paddle ou le kayak pour les personnes de mobilité réduite. Le deuxième, Head Up, consiste à une minerve dynamique. Et 2 autres projets sont également portés par des équipes d'étudiants qui ont souhaité pousser leur projet de l'Assistive Technology Challenge plus loin. Le premier, c'est WeLift, qui consiste à faciliter les tâches quotidiennes pour les patients disposant de mobilité réduite au niveau des membres supérieurs à travers un accoudoir qui va être dynamique. Et le deuxième, Brave, correspond à la création d'une tablette capacitive pour permettre une meilleure ergonomie et un meilleur contrôle de l'interface communication de l'utilisateur. 2 nouveaux projets sont également en soumission et vont probablement continuer sous ce format d'ici la fin de l'année. Nous remercions fortement la Fondation pour la recherche en faveur des personnes handicapées pour l'aide qu'elle a apportée à ces projets et à ces financements à travers le programme Innovation Booster. Bien que la majorité de nos projets soient des projets qui sont liés à des handicaps moteurs, nous avons également des projets qui visent d'autres types de handicaps. Donc on a vraiment des projets qui restent assez divers. Et pour aujourd'hui, donc on a une sélection de projets qui sont assez liés à l'utilisation du numérique. En voici 3 exemples. Donc le premier est plutôt côté hardware. Le but est de trouver une solution pour une personne ayant une malformation au niveau des mains et une grande sensibilité au toucher. Donc cette sensibilité, en fait, elle peut mener à des douleurs au niveau de l'utilisation d'un ordinateur et l'outil en fait principal de travail de cette personne. On a alors eu l'équipe d'étudiants qui a créé un clavier capacitif pour limiter la pression requise à l'activation des touches, mais ils ont également modifié l'emplacement de ces touches afin de limiter les mouvements et donc de limiter les mouvements douloureux au niveau des membres supérieurs de cette personne. Le deuxième projet consistait à mettre en place un système de reconnaissance des mouvements de la main d'une personne ayant subi un AVC, donc il y avait toujours des mouvements possibles au niveau des doigts. Et donc malgré la perte de mobilité de ses mains, la reconnaissance des mouvements résiduels de la main, des doigts, permet alors de recréer des raccourcis clavier et d'autres fonctionnalités. En plus de l'accès facilité, le projet permet aussi de suivre les progrès de la personne au niveau de sa mobilité. Le troisième exemple est une aide apportée à une personne travaillant dans le montage vidéo qui souffre de tremblements le rendant son travail en fait avec la souris assez compliqué. Et le projet a alors consisté à créer à la fois un objet venant entourer la souris pour faire comme une espèce d'amortisseur, mais également un filtre au niveau de l'ordinateur pour limiter au maximum les mouvements involontaires. Donc on a vraiment une multitude de projets encore qui sont possibles. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter directement par les formulaires en ligne ou à travers les réseaux sociaux pour obtenir plus d'informations ou même pour proposer un projet, pour proposer une idée. Éventuellement aussi si vous connaissez quelqu'un qui ce type de projet, ce type de compétences pourrait bénéficier, n'hésitez pas à nous en parler. Donc on essaie vraiment après de collaborer et de coopérer le plus possible avec d'autres organisations, d'autres associations ou fondations. Et donc on est vraiment ouvert à toute proposition, n'hésitez vraiment pas à ce niveau-là. J'en profite également pour remercier tous nos sponsors et partenaires sans qui cette aventure ne serait définitivement pas possible. Et je reste disponible pour vos questions, que ce soit maintenant ou par email plus tard.